remercie tous ceux qui organisent. Alors non, mais je remercie quand même, parce que ça fait du bien d'avoir de tels moments de réflexion et de débat. C'est bon ces pauses. Continuez. Et je voulais vous dire que j'ai traité le sujet comme je l'ai ressenti, juste comme je suis, sans autre prétention. Ce n'est qu'un regard sur le sujet, une réflexion locale, mais qui peut avoir, en tout cas je l'espère, des applications beaucoup plus globales et nationales. Et maintenant, quand Jean Brousse m'a dit, c'était au téléphone, et maintenant, ma réponse immédiate, spontanée, inconsciente a été: et maintenant, que vais-je faire? Oui, maintenant que tu es parti. Est-ce que maintenant que François Hollande, l'homme politique qui a marqué la Corrèze après Jacques Chirac, maintenant que François Hollande est président de la République, va-t-on tout attendre de lui pour la Corrèze, pour la France, pour le monde? Ce serait bien mal connaître les Corréziens, résistants dans l'âme, mal connaître les élus ici, puisque je parle du point de vue de l'élu, formés à l'école Hollande. Pour mettre en place le changement, celui qui nous permettra de surmonter les crises, celui qui nous permettra de mettre en place une société plus responsable, plus équitable, plus raisonnable, s'il n'y a pas la volonté de s'investir, s'il n'y a pas la participation de chacun d'entre nous, il n'y a aucun espoir de réussite, aucun espoir de réussir ce changement que l'on attend tous de nos voeux. C'est pourquoi à la question de Jean Brousse et de l'équipe, je réponds: et maintenant que chaque élu désigné par le peuple, que chaque citoyen, ici comme ailleurs, aussi modeste soit-il, réfléchisse, propose et agisse. Et de même que les gouttes d'eau font les rivières puis se jettent dans la mer, de même, chaque citoyen, chaque élu, avec les moyens dont il dispose, fera le changement. Aux élus de démontrer, même s'ils sont si injustement décriés, aux élus de démontrer qu'avec quelques principes, avec une vision à moyen ou long terme, avec une foi laïque en l'avenir, avec la participation de la population, ils peuvent être force de proposition et porteurs de solutions. On ne subit pas l'avenir, on le fait, écrivait Bernanos. Eh bien, allons-y maintenant. Vous allez me dire paroles, paroles, rien que des paroles. À quand le concret? Certes, ce ne sont que des paroles, mais ne sont-ce pas les mots, ne sont-ce pas les idées qui ont fait les révolutions? Et les paroles sont là aussi pour être mises en musique. Et c'est ainsi que nous avons décidé, dans la commune dont je suis maire, Uzerche, de faire de notre souci majeur la fermeture d'une usine, une papeterie, notre plus bel atout, la naissance d'un quartier. Je vais vous en raconter l'histoire. En mai 2006, coup de tonnerre. Dans le ciel de notre territoire, la papeterie ferme. Cette papeterie, qui était née en 1830 d'un simple moulin à papier familial, était devenue l'épine dorsale de notre vie économique. Le réseau irriguant de tout notre tissu social, elle faisait partie de notre histoire. Eh bien aujourd'hui, elle doit devenir notre mémoire. Non pas que cette entreprise perdait de l'argent, mais ses bénéfices, il est vrai, n'atteignaient pas tout à fait les 2 chiffres économiquement corrects. Et pour un groupe international, il est de bon ton de se débarrasser de ce type de satellite, peu importe qu'il fasse vivre ou ne fasse pas vivre tout un territoire. À leurs yeux, aux yeux des grands groupes, c'est ainsi. Dans notre économie Kleenex, qui est devenue l'économie internationale, on fait le ménage. Quel devenir devions-nous donner à Uzerche, surnommée la Perle, devenir qui, après réflexion, ne pouvait s'appuyer que sur les problématiques propres à notre XXIe siècle. Le premier, la première, l'environnement et la transition énergétique, c'est-à-dire économiser plus et produire autrement. Le second, une économie plus équitable, trouvant sa place entre un libre-échange et un repli sur soi. Et le troisième, le dernier, un lien social construit sur une redéfinition du vivre ensemble, permettant plus de justice entre les individus et les territoires. 3 axes de réflexion, 3 pistes de travail sur lesquelles nous avons échafaudé un projet,
avec un postulat de départ qui est la culture. La culture comme ferment de l'éducation et de l'enseignement, la culture comme outil de développement économique, la culture comme chemin de liberté des individus. Celle dont Jean Monnet disait « Et s'il fallait recommencer l'Europe, je commencerai par la culture ». Et François Mitterrand ajoutait « C'est précisément en période de crise que la culture est prioritaire ». Voilà comment nous est née l'idée d'un écoquartier. Proposition pour un autre modèle environnemental, économique et social, certes local, mais qui peut avoir des rayonnements beaucoup plus importants. Nous étions un petit peu hésitants au départ. Un appel à candidature s'est fait. Plus de 80 cabinets d'architectes internationaux ont répondu à l'appel. Villemotte fut l'élu. Certes pour la qualité de son geste architectural, mais aussi et surtout parce que sa proposition mêlait respect du patrimoine et création, transition énergétique et innovation technologique. Ce qui est bien le moins, vous allez me dire, pour une petite ville durable, comme est désigné Userche par l'État. Et à travers sa proposition, la filiation entre ce qui fut, ce qui est et ce qui sera devenait une évidence et était le propre de la philosophie du projet de notre quartier. Un simple rappel que la création d'aujourd'hui sera le patrimoine de demain. Rappel que l'on ne renie pas le passé, mais que l'on s'en nourrit. Un rappel à un respect de l'histoire et des hommes pour créer une société et un avenir où l'individu ait sa place. C'est pour ça que dans cet écoquartier, et je balaye rapidement, vous allez trouver dans le domaine plus spécifiquement culturel un espace muséal avec pour thématique le paysage au sens large, architectural, paysage lui-même, avec une programmation qui a été compensée par un collectif d'artistes qui s'est emparé du projet, un chorégraphe, un metteur en scène, un chef d'orchestre. Toujours dans le domaine de la culture, un pôle beaucoup plus scientifique pour apprendre à lire un paysage, une association régionale qui est là depuis longtemps. Et puis un espace lié au papier, parce que notre mémoire, toutes ces techniques du papier étaient importantes. Si le premier axe concerne la culture en tant que mémoire, création et transmission, le deuxième pose la question de savoir comment faire du développement économique en s'appuyant sur la culture. D'autres villes l'ont fait bien avant nous. Je pense par exemple à La Rochelle. Pour cet écoquartier, l'économie a été réfléchie en fonction des besoins et des réalités du territoire. On a souhaité faire de la haute couture. Le but étant de faire de chacun de nos points faibles un atout, afin de créer des emplois, de créer une véritable dynamique dans des domaines aussi variés que ceux du tourisme, où on est très en retard, des circuits courts, où il y a beaucoup à faire, et de tous les métiers d'art, par exemple. D'où la création d'une résidence de tourisme, la volonté de favoriser tout un ensemble de maraîchers bio, de jardiniers, de travailler avec nos lycées agricoles et d'aller de la production jusqu'à la création, puisque les restaurants qui seront sur le site pourront bénéficier des produits bio, ainsi que les écoles, ainsi que la maison de retraite. Donc tout un ensemble, toute une réflexion globale sur un territoire. Et puis tout un travail également auprès des artisans d'art, parce que ce sont des créateurs sur un territoire, en les aidant à s'installer, en leur offrant la possibilité de transmettre leur savoir-faire dans des bâtiments qu'on a commencé à restaurer à cet effet, et en travaillant principalement sur des thématiques qui sont nos thématiques régionales. Je pense à la céramique, je pense au bois, je pense au design, etc. Et qui est tout un travail de transmission avec nos jeunes, la formation. Culture, développement économique, transmission des savoir-faire. Et c'est tout naturellement que j'en arrive au troisième axe, que je pourrais appeler, enfin, il est basé sur la cohésion sociale et la formation professionnelle, mais que je pourrais appeler le savoir-faire et le faire savoir. Ce quartier à Userche, quand on connaît la ville, va devenir le lien d'une part entre tous les quartiers de la ville et d'autre part le point de rencontre de populations d'origine, de formations les plus diverses appelées à le fréquenter. On y viendra pour se promener, pour discuter, pour se former. Car nous avons souhaité que dans des domaines, qui sont les domaines du quartier, le paysage, le jardin, la construction liée au patrimoine et à l'environnement, tous les métiers d'art et les métiers de la culture,
des formations qualifiantes soient dispensées. Le public, et ça c'est important pour nous, à qui ces formations vont s'adresser est aussi des plus variés. On va des plus jeunes, de tous les lycées agricoles, de toutes les écoles, les compagnons. Nous travaillons également avec écoles d'architecture, écoles du paysage telles que celle de Versailles, entreprises du BTP, parmi des plus importantes, mais aussi, et j'y tiens, avec des publics en difficulté, handicapés, insertion. Et puisque nous avons un centre de détention sur notre commune de 600 détenus, nous travaillons en lien avec le ministère de la Justice et des grosses entreprises privées à la réinsertion des détenus. Et nous avons en ce moment sur le site 8 détenus volontaires qui, dans les métiers qu'ils ont choisis ou dans lesquels ils sont déjà formés, travaillent sous les ordres, entre guillemets, de Villemotte et dans un projet sur un projet qui est le leur, à leur réinsertion, avec une formation qualifiante. Voilà, je termine cette présentation très succincte, puisque c'est déjà 6 ans de travail, et encore quelques années pour le terminer, en abordant à ce qui fait la force de ce projet, et ce en quoi je crois pour l'avenir. C'est le partenariat public-privé, sans lequel il serait inenvisageable d'espérer réussir quelconque projet à l'avenir. Et l'adhésion qu'a suscité le projet, au fur et à mesure que je l'ai présenté à des très grands groupes, je pense à quelqu'un comme Gérard Mestralet, GDF Suez, au président de Sodexo, aux responsables des collectivités, au monde associatif, chaque fois, j'ai eu un accueil enthousiaste et ces chefs d'entreprise se sont investis dans le 0 seconde, se sont investis. 10, ah oui, c'est bon. Tout un ensemble d'artistes également, donc je ne les citerai pas. Et pour conclure, maintenant, vous savez où j'aimerais aller et où j'aimerais vous emmener. Et j'espère avoir pu vous convaincre qu'il était temps d'être responsable, que le rôle d'un élu, en concertation avec les citoyens et avec les forces vives d'une nation, c'était de faire des propositions allant dans le sens de l'intérêt général, d'apporter des réponses aux questions que nous nous posons, de redonner confiance en l'État, en chacun, en nous. Et maintenant, il est temps d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Quand on peut le rêver, on peut le faire, disait Kennedy avant d'attaquer la conquête de la Lune. Alors partons, réinventons, proposons autre chose à ce monde qui se délite et surtout, surtout, ne renions pas la part de rêve qui est en nous. Il vaut mieux rêver sa vie que la vivre, encore que la vivre soit encore la rêver. Marcel Proust. Merci Sophie Dessus. Bernard Combe, maire de Tulle. Bonjour. Je vous ai dit bonjour tout à l'heure. Je dis bonjour. D'accord, parce que moi je suis bien élevée quand même. Bonjour le collectif. Bonjour le collectif. Et maintenant où on va? Dites-moi, quel programme? Alors, où on va? J'ai bien écouté Sophie. Il faudra qu'elle soit réélue encore de nombreuses années pour arriver à ses fins, à ses belles fins. Moi, je voulais tout simplement d'abord vous saluer, vous dire que moi, je suis un petit acteur politique local. Non, non, mais j'ai pas fini. Attends, je vais rajouter des choses après. Et quand ça démarre comme ça. Voilà. Non, non, parce que bon, j'ai envie de ne pas faire le faux modeste, mais vous savez, la fausse modestie, c'est l'avatar de la prétention, donc il faut quand même faire attention. Moi, je suis un acteur local, je ne suis pas un intellectuel parisien, et quand je dis ça, c'est avec beaucoup de respect que je le dis. Parce que venir, comment avait dit Malek Bouti à propos de François Hollande, venir dans ce bled, alors c'était Tulle, hein, en plus je ne te raconte pas, monsieur le maire. Comment a-t-il fait pendant 20 ans pour venir dans ce bled? Et puis, finalement, la réponse était contenue dans la question, parce que pour aller où on va maintenant? Maintenant, on va à l'Élysée. On va à l'Élysée avec François Hollande. Hein, Jean? Non, mais tu vas bien être obligé d'y aller 2 ou 3 fois, toi aussi. Ben oui. Donc moi, je vais dire où on va. Déjà, on va là. Et puis on s'installe. Mais bon, on ne prend pas trop de temps pour s'installer, parce que bien évidemment, si on prend trop de temps, on se fait engueuler, ça commence. Et puis, on essaie de faire quelque chose. Alors moi, je suis maire de Tulle, capitale mondiale bien connue depuis le 6 mai. Vue d'hélicoptère, elle est absolument magnifique. C'est... comment ça? Non, j'ai rien.
Vous n'avez pas vu à la télévision tarmac de l'aéroport de Tulle? Attendez. Vous n'avez pas entendu un journaliste en train de dire « J'ai le maire de Tulle en pleurs au téléphone, ça vous intéresse? Prenez !» Ben oui, c'est ça, c'est quand même autre chose. J'ai bien rigolé quand même après, mais après seulement. Mais d'abord j'ai pleuré. Bon, ben écoutez, excusez-moi, hein, on peut arriver parfois à pleurer quand on a quelque chose qui nous fait très plaisir. Donc où on va? Ben on va à Tulle, on sort de sa bulle, comme disait la publicité. Sors de ta bulle, viens à Tulle, il a fallu quand même oser. Je ne vous raconte pas les dégâts que ça a occasionné dans le mental des tullistes. Quant à tous les autres, ils partaient en courant, on disait surtout pas de bulle et pas à Tulle. Alors moi, je voulais vous dire que, tout simplement, je suis un acteur local, je suis conseiller technique à l'Élysée en charge des relations avec les élus. Vous imaginez? Quand je suis arrivé au début du mois de juin dans cet endroit, puisqu'on s'était la question où on va, et on va à l'Élysée, on m'a installé à Marigny. Alors, je ne sais pas pour ceux qui connaissent Marigny, c'est un palais à côté de l'Élysée. On traverse une voie, l'avenue Marigny, l'avenue de Marigny, et puis on est tout de suite en sortant de l'Élysée à Marigny. C'était la résidence des chefs d'État. Vous savez, là où il y avait une tente de plantée pendant... Bref. Et alors, bon, moi, j'ai pas planté ma tente. On m'a donné un bureau. En fait, les bureaux sont des chambres qui ont été réaffectées en bureaux, puisque apparemment les chefs d'État étrangers ne mettent plus les pieds non pas à cause de ce qui s'est passé avant, hein, parce que le confort y est... on va dire sommaire, enfin moi je trouve qu'il est très très bien, hein, mais apparemment quand on veut des œufs brouillés à 2h du matin avec des truffes, on ne trouve pas grand monde pour vous le faire à Marigny, tandis qu'on vous trouve quelqu'un pour le faire au Crillon un petit peu plus loin. Alors on est installé à Marigny avec, je crois, il y a une quarantaine de conseillers. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Et je me promène au début dans ces endroits-là, la moquette rouge est épaisse, mais elle est fialasse, comme on dit chez nous, vous voyez, elle est un peu usée quand même. Et puis, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire à cet endroit-là? Comment je peux tout simplement être utile? C'est ça la question. Bon, moi, j'ai envie d'être utile parce qu'on m'a appris en politique qu'il fallait l'être. Alors, j'ai rencontré le président de la République à cette occasion-là et je lui ai dit, bon, comment je peux être utile? Et bien, il m'a dit, en faisant comme d'habitude, en t'occupant des autres. Je trouve que c'est une bonne réponse et une bonne définition de l'action politique. Alors je dis comment on fait pour s'occuper des autres, mais il m'a dit comme tu as fait jusque-là, hein, tu reçois, tu écoutes, tu transmets, tu agis. Alors moi je vous propose, et avec beaucoup de bonheur, d'être celui-là, d'être utile, d'être efficace, à l'endroit où je suis. Je commence à découvrir la notion de réseau. Parce que, alors, mais si, quand on est... Mais, elle ne me croit pas. Parce qu'on est un nain quand on arrive de Tulle. Et alors on vous demande aussi, j'ai bien vu l'autre jour à la réunion des conseillers, on m'a dit, mais quelle promotion? Alors moi, benoîtement, Edmond Perrier, 1980, ou je sais plus, je ne vous dis pas la tête qu'ils ont fait. Je savais bien sûr que c'était une question de promotion de l'ENA, mais moi je m'en foutais, j'avais pas envie de leur dire que je ne l'avais pas fait, ça se voyait. Et tous ces gens-là sont des gens extrêmement diplômés, extrêmement compétents, très pointus dans leur secteur. Bon, il ne faut pas qu'ils restent dans cette maison trop longtemps. Il faut qu'ils prennent le métro quand ils vont sortir. Parce que là-bas, quand vous avez besoin d'un stylo, le fait de penser avoir besoin du stylo, on vous le fournit. Ce qui en soi est assez rare. Et moi, je ne suis pas encore habitué au fait que quand on réfléchit à quelque chose, on l'a. Mais 10 secondes, elle me dit, la dame. Eh bien, on l'a. Et il faut se dépêcher d'être là. Alors, moi j'ai un sentiment d'urgence. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'aller au but. C'est quoi le but? C'est que les gens dans ce pays puissent mieux vivre. C'est que les gens d'ici puissent vivre correctement, puissent vivre paisiblement et avec une activité professionnelle. Parce que c'est ce qui manque le plus. Donc le développement économique doit être la clé de tout ça. Quand il y a le développement économique, on peut faire des choses. Et les élus sont là pour servir ce développement. Et puis une dernière question, c'était un journaliste qui disait à François Hollande, c'est quoi le charisme? Et il avait répondu, le charisme c'est quand on est élu. Alors je garde cette idée en tête, qu'il faut oui, être élu pour agir, pour savoir où on va. Et puis on y va, on prend tous les chemins, y compris les chemins de traverse, c'est conseillé, on évite les impasses et les voies sans issue. Je suis à votre disposition. Si vous avez des questions sur comment c'est à l'Élysée, moi je vous raconterai tout. C'est très simple. Merci.
Monsieur le maire du Lonzac, Henri Jameau, alors j'ai vraiment une mention spéciale pour vous, personnelle, parce que pour moi vous êtes vraiment, parce que c'est un vrai maire, quoi. Voilà, disponible. Là, ça n'était pas un effet comparatif. Ça n'était pas un effet comparatif. Je ne vous connais ni l'un ni l'autre. Je ne vous ai pratiqué ni l'un ni l'autre. C'est bien pour ça que j'ai dit mention spéciale. Mais là, ce qui est plaisant, c'est que c'est un homme qui aime sa ville, qui est disponible, modeste, à l'écoute et qui nous a aidés de manière très considérable. Donc, et maintenant, où allez-vous, cher Henri Jameau? Oui. Allô, allô, ça marche. Tiens, donne. Bien, d'abord vous remercier d'être venus ici au Lonzac tous. Certains ont fait beaucoup de routes, beaucoup de chemins. Vous souhaitez la bienvenue au Lonzac, c'est un événement important bien sûr pour nous. Une mention spéciale à Jean-Jean quand même, parce que sans lui, je pense que ces journées n'existeraient pas. Allez, faites-lui Voilà. On a la chance tous les deux d'être nés au mois de mai 1947 après Jésus-Christ. Et ça assure la modernité et la passion qu'on a. Juste une petite pensée pour Daniel, tiens, Lelon, qui est hospitalisé pour ceux qui sont au Rochefort. On a une pensée pour lui. Eh bien, écoutez, et maintenant où on va, alors, bon, maintenant, ce mot-là, je veux dire, bon, un petit clin d'œil, bien sûr, au mot qu'avait dit François Hollande ici dans cette salle aussi, peut-être, je ne sais pas, au futur candidat. Bon, nous, on a choisi, quand on est élu, ce mot maintenant où on va, je crois qu'on se le pose dès le lendemain de l'élection, et il faut décider vite, choisir ce bon moment, parce que c'est important dans la vie politique, dans la vie publique. C'est important de le faire vite, parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, l'intransigeance, l'impatience, c'est un mal, sont des maux de notre temps. Et donc, il faut le faire très vite. On dit souvent dans le deuxième ligne, troisième ligne, il y avait des rugbyman qui étaient par là, ils sont partis. Il ne s'agit pas de sauter très haut, il faut sauter au bon moment. Et la vie politique, elle est faite de ça. Elle est faite du bon moment, du choix, du bon moment. Donc, au Lonzac, on essaye de choisir ce bon moment. C'est peut-être ça qui a décidé Jean-Jean de choisir ce thème-là. Ensuite, où on va? Et là aussi, il va falloir choisir le sens de notre action. Et c'est pas le plus facile. On parlait du sens Sophie disait fort justement des possibilités qu'il peut y avoir sur le plan touristique, sur le plan économique. Il est difficile la réussite est difficile. Je crois que il faudra que tout le monde se mobilise dans les pays, mais il faut qu'on choisisse le sens, qu'on arrive à réveiller tout le monde et qu'on essaye, peut-être ce que disait Nathalie, c'est peut-être de choisir et de réveiller les gens et de les entraîner un peu avec nous, parce que je crois que la différence, c'est vrai dans les affaires aussi, la différence, c'est nous qui la faisons, les élus. Cette différence-là, c'est dans l'action et c'est dans la mobilisation je crois qu'on fait la différence dans un pays, surtout dans les petits pays. C'est vrai aussi sur le plan économique, je crois que les chefs d'entreprise aussi, il y en a quelques-uns là, la différence entre quelques entreprises, des fois, très souvent, c'est le chef d'entreprise qui l'a fait la différence. Voilà. Alors je dirais, Machiavel disait, le conflit nourrit la République. Ben moi je dirais que la fin justifie les moyens, c'est aussi je crois Machiavel qui a dit ça. Donc encore bienvenue au Lonzac, merci à tous d'être venus là. J'ai une autre bonne nouvelle pour vous, mais ça sera après, tout de suite après. Non, c'est parce qu'on va aller boire un coup ensemble. Voilà. Merci à vous encore. Alors chère Jeannette, je ne vais pas vous demander où va l'UMP, c'est un peu compliqué. Parce que ça n'est pas le sujet. Mais c'est surtout, enfin, la question qu'on s'est posée toute la journée, c'était globalement, et maintenant où on va. Jeannette Bourrab s'est beaucoup occupée de la jeunesse. Je pense que ça reste un centre d'intérêt, ou pas?
C'est un des sujets de préoccupation de François Hollande. Donc selon vous, la jeunesse d'aujourd'hui, elle veut aller où? Où faudrait-il pour être capable de l'entraîner? Et ça sera le mot de la fin. Alors je suis vraiment très heureuse de conclure cette table. Je me sens un petit peu minoritaire parce que je ne suis pas élue, donc je ne dois pas avoir beaucoup de charisme. En plus, j'ai choisi en tout cas de me retirer de la politique, pas parce qu'on a perdu les élections, mais parce que j'ai fait le choix de la maternité, j'ai fait le choix d'adopter une petite fille. Et quand vous décidez d'adopter un enfant, quand vous êtes une femme, quand vous êtes seule et que vous êtes une femme qui est ministre, on vous dit, vous êtes bien sûr que vous aurez le temps de vous occuper de cet enfant? Est-ce que vous êtes sûr que ce sera possible? Alors vous faites des choix. Et choisir, c'est déjà se priver. Et moi, j'avais fait le choix de ne pas me présenter, mais j'étais aux côtés jusqu'au bout de Nicolas Sarkozy, et je ne renie pas. Et je ne fais pas partie de ceux qui, à droite, qui aujourd'hui crachent dans la soupe, parce que je pense qu'en politique, on doit avoir au moins une qualité, c'est la fidélité. Voilà. Et dans la vie, voilà, moi, je crois à ça. Moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que je suis berrichonne. Voilà, je ne suis pas corrézienne. Et si je suis venue en Corrèze, c'est pour mon ami Jean, que je vais détester parce que je me suis dit j'étais prise dans un guet-apens. Et l'année dernière, je devais venir et on m'a interdit de venir. Élysée a dit non, c'est pas possible, elle ne peut pas venir. Et donc je n'étais pas venue. Pas parce que je ne voulais pas désobéir, mais quand je désobéissais ou quand je décidais de ne pas suivre la solidarité gouvernementale, j'estimais que c'était pour des raisons qui devaient en valoir la peine. Voilà. Et je l'ai fait. Je l'ai fait à 2 reprises. Ça m'a valu une convocation à Matignon. Ça m'a valu des coups de semonce. C'était au moment du printemps arabe. J'étais avec mon ami Nicolas Barré. Ça nous a valu quand même. Et j'avais dit à l'époque, c'était Place Tahrir, mon chef de l'État préféré avait fait un communiqué de presse en soutenant Moubarak avec Cameron et Angela Merkel, et tous les 3 soutenaient Moubarak en disant que c'était un grand chef d'État. Moi, du haut de mes 37 ans, de mes origines arabes, parce que je suis d'origine algérienne, et parce que je suis jeune, et parce que je sais ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, j'avais dit que peut-être 30 ans au pouvoir, ça suffisait, et que la compromission n'était pas acceptable. Et qu'il fallait peut-être qu'ils partent. Et donc, j'étais à Davos, entre 2 couloirs, interrogée par une journaliste de RFI. Et tout d'un coup, ça fait le buzz parce que ni à droite ni à gauche, personne n'avait osé dire ce que tout le monde pensait, tout ce que tout le monde pensait tout bas. Voilà. Et ça m'a valu effectivement d'être appelée à 8h du soir par François Fillon. 22h, je me fais engueuler par Claude Guéant. Et à minuit, mon garde du corps arrive dans ma chambre d'hôtel en me disant « Vous êtes convoqué demain matin à la 1re heure à Matignon ». Et donc, je sentais que la salle chauffait. Et je vais faire le choix de désobéir pour cette fois, mais pas pour revenir au Lonzac. Donc, toutes mes excuses pour l'année dernière. Mais j'ai trouvé que le printemps arabe était une bonne excuse. Et ce qui m'a paru assez étrange, c'est que pendant toute la presse, c'était Jeannette Bougrabe, la bourde de Jeannette Bougrabe, Manuel Valls qui demandait ma démission, Mélenchon également, donc ça me fait doucement rigoler aujourd'hui. Et donc, en modeste, voilà, petite que j'étais, eh bien, j'ai présenté ma démission qu'on a refusée parce que ça faisait quand même tâche que la seule ministre arabe, eh bien, qui prenne position pour le printemps, eh bien, dégage, alors que précédemment, on avait proposé de confier des gilets pare-balles et des bombes lacrymogènes à Ben Ali. Donc là-dessus, j'ai pas de complexe à désobéir. Et puis deuxième contre semonce, puisqu'on a parlé beaucoup du droit des femmes, et j'ai trouvé que Éric Orsena était exceptionnel, parce que sur la question des femmes, la France a cédé, la France fait des compromis, et elle le fait au quotidien. Elle le fait en faisant des compromis, et elle l'a fait, je peux vous dire, il y a encore quelques semaines, en accueillant en son sein à l'Assemblée nationale le président tunisien Marzouki. Moi, j'ai trouvé ça honteux. J'ai trouvé ça honteux parce qu'en ce moment est adoptée dans la commission de la Constitution tunisienne, une disposition où on revient sur le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. La femme serait le complément de l'homme. Vous savez, aujourd'hui, il y a des artistes contemporains qui sont condamnés à mort parce qu'on estime qu'ils ont porté atteinte au sacré. Le directeur de la chaîne de télévision qui diffuse les Guignols en Tunisie est en prison. Un jeune internaute qui a mis une image du prophète, pardonnez-moi, une photo du prophète, ça aurait été un peu délicat, nu, ont été condamnés à 7 ans de prison ferme. Voilà comment on accueille des chefs d'État. La réelle politique est toujours là. Alors, pardonnez-moi, ne me faites pas de rire sur
ce dictateur libyen, quand on revient au pouvoir, eh bien la réelle politique est là, voilà. Et moi, je suis une femme qui est berrichonne. Voilà, je suis déoloise. Je ne suis pas du Lonzac, je suis de Déole. Mes parents viennent du fin fond de l'Algérie. Ils ne savent pas lire et écrire, mais j'ai un doctorat en droit. Je suis maître des requêtes au Conseil d'État et je n'ai jamais fait de compromis dans ma vie politique. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait un choix, c'est-à-dire de m'occuper de ma petite fille, d'engager une carrière qui est différente. Vous avez dans votre région 10 secondes. Des personnalités imminentes, et je pense à Maître Terrier qui est là, qui fait partie des plus grands avocats de France. Et si, quand même, quand même, Maître Terrier. Bon, vous avez autour de cette table aussi l'un des plus grands quotidiens, si ce n'est le plus grand quotidien, indépendamment de la montagne, Les Échos, et son directeur Nicolas Barré. Et vous avez la chance, en tout cas, d'être dans une très belle terre. Alors moi, je suis candidate à rien, à part à retrouver ma petite fille qui a 1 an et 2 mois. Et je pense que ce qui se passe dans le monde arabe, eh bien, se passe également en France. Je pense que quand on a abdiqué sur le principe de laïcité, quand je pense à ces 4 moniteurs de colonies de vacances qui faisaient le ramadan et qu'on a suspendu, et que le maire communiste de Gennevilliers revient sur sa décision, quand je pense éventuellement à ce petit commerçant de 69 ans d'origine égyptienne, pardonnez-moi, à Marseille, qui se fait tabasser parce qu'il ne fait pas le ramadan, eh bien que je pense que voilà, et bien encore, la France, c'est pas la peine de regarder au-delà de ses frontières. Il faudrait déjà qu'elle évite de faire des compromis avec ce qu'elle croit être juste. Voilà. Merci. Je vais maintenant appeler Jean Brousse à la barre. Ouais. Non mais 2 minutes pour conclure, c'est fini là, non? Là c'est fini, là, va, et c'est voilà. vraiment 2 minutes pour conclure. Ça va être fini, bah, c'était formidable. Moi je crois qu'il faut qu'on remercie tous nos intervenants. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on fasse une ovation à Nathalie. C'est pas fastoche son truc, hein, c'est pas fastoche, alors je vais pas faire un résumé parce que ça nous mènerait un peu trop loin et on a une bière après, donc, je crois. Donc on va se souvenir de ce matin de foule sentimentale quand même, parce que ça c'était bien pour démarrer du truc sur les marchés et l'État. Moi, je suis venu ici en croyant que l'État avait une dette qu'il fallait que je paye et tout, et j'ai compris que c'était moi à qui il allait me rendre le blé, si tu veux. Donc je suis fou de joie. Ça, c'est la 2e leçon de cette journée. Et la 3e, un peu émouvante quand même, parce que sur cette affaire de guerre et paix, ils nous ont tous dit qu'ils étaient passés devant le monument aux morts du Lonzac. Et je me demande si c'est pas les monuments aux morts qui sont les vrais radars pédagogiques efficaces et utiles. Voilà. Donc, on va arrêter maintenant. Henri va formellement nous inviter à boire. Tu nous invites formellement maintenant, peut-être juste avant. Merci à tous, merci à tous les participants. Merci au maire, elle l'a dit. Enfin, merci à tout le monde, vous êtes formidables. Merci au bon Dieu pour le temps et tout. Et on reviendra. Oui. Et on reviendra.